On passe à l'actualité politique avant de parler de l'examen du budget au Sénat. Après de longues heures de négociations, députés et sénateurs se sont donc entendus hier en fin de soirée sur un compromis sur le budget de la sécurité sociale. Mais la gauche, on l'a vu dans le journal, elle estime ne pas avoir été entendue, que ses propositions n'ont pas été retenues. Est-ce que vous êtes pour le dépôt d'une motion de censure dès lundi par les députés socialistes? Écoutez, je crois que au moins déjà sur le PLFSS et la CMP, elle est aussi assez... C'est la commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, elle est quand même assez significative de ce qui se passe dans ce pays, avec un Premier ministre, Michel Barnier, qui aujourd'hui a un socle commun qui ne tient pas. On a un Premier ministre qui navigue à vue et qui, en fonction de la météo politique du moment, avec deux blocs qui aujourd'hui sont antagonistes, rassemblés dans une même entité, antagonistes. D'un côté, les Républicains, où on est sur de la surenchère, on demande la désindexation des retraites, divisée par deux. De l'autre, les macronistes, avec Gabriel Attal, qui demandent un allègement des baisses de cotisations. Finalement, on est dans le démarchage complet, avec des mesures. Alors on sort sur des choses qui ne tiennent pas. On est dans le marchandage constant. C'est le concours Lépine. On a assisté au concours Lépine des mesures les plus antisociales depuis des années. Finalement, moi, ce que je me dis, au moins sur le sujet de cette CMP, c'est que je pense que les pères fondateurs du Conseil national de la résistance doivent aujourd'hui, quand ils ont créé la sécurité sociale, doivent se retourner dans leur tombe. Mais là, il y a eu un accord. Le socle commun s'est entendu hier. La question, c'est est-ce que la gauche va déposer une motion de censure dès lundi et doit déposer une motion de censure dès lundi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que la gauche ne censure pas ce gouvernement. Donc dès lundi, vous dites qu'il faut déposer la motion de censure? Est-ce que c'est après le PLFSS est une première étape? Il y a le PLF qui suit. Je crois Je crois qu'il faut continuer aussi à mettre la pression. Le PLF est en cours d'examen. Il faut aussi qu'à un moment, le Premier ministre entende que des compromis doivent être trouvés, notamment avec... Mais vous dites qu'il faut attendre qu'on termine, nous, l'examen du budget avant de déposer une motion de censure. Écoutez, dans les faits, je pense que ce serait pertinent qu'on ait une vision un peu globale sur le sujet. Si cette motion de censure est déposée, vous aurez forcément besoin des voix du Rassemblement national à l'Assemblée nationale pour la faire passer. Vous les appelez à voter la motion de censure de la gauche? Écoutez, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir ce que va faire le Rassemblement national. C'est quelle est la vision de la gauche sur la politique qui est portée aujourd'hui. Et je crois que la question, de toute façon, déposer une motion de censure, c'est jamais le bon moment pour le Premier ministre. Que ce soit, vous me demandiez que ce soit lundi ou à la fin de l'année. Dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'elle sera déposée. Simplement, je crois que la motion de censure est aussi le résultat d'une crise politique profonde. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est sourd aux revendications du pays. Moi, je voudrais quand même reparler de ce qui s'est passé il y a 6 mois, qui sont des élections législatives, dans lesquelles la gauche est arrivée en tête, et deux groupes qui sont les derniers de cette élection, qui aujourd'hui se retrouvent à gouverner sans entendre ce que les Français attendent. Et je crois que c'est ça aujourd'hui l'enjeu dans cette motion de censure. Mais est-ce que si la gauche parvient à faire voter cette motion de censure, pourquoi faire? Qui après Michel Barnier? Après, la question n'est pas là. C'est aujourd'hui... elle est quand même là. C'est-à-dire, si vous faites tomber le gouvernement, il va falloir trouver un autre gouvernement. Oui, mais il faut arrêter de dramatiser la situation. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, je vois le Premier ministre en train d'appeler... en train de mettre un certain nombre de signaux d'alerte. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser la situation. On a la capacité aussi, il y a un certain nombre de garde-fous qui existent à la fois dans la Constitution, mais aussi dans la vie publique, qui nous permettent aussi de passer cette période. Et donc, certes, si le gouvernement tombe... Mais si vous faites tomber le gouvernement, c'est que vous voulez un autre gouvernement à la place de celui de Michel Barnier. Mais qui, du coup ? Écoutez, ce n'est pas tant la personne que le projet politique. Aujourd'hui, le projet politique, il est porté par une partie de l'échiquier politique à gauche. Et j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, le choix aurait dû, dès juillet, se porter sur la partie gauche de l'échiquier, qui a gagné les élections. Et vous pensez à même de ne pas être censuré ? Vous, la gauche ? Après, la question n'est pas là. Je crois que la question, elle est... Comment, à un moment, on répond à l'aspiration de nos concitoyens. Et je crois que c'est ça qui est sous-jacent à cette crise politique dans laquelle on est. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit démissionner pour vous ?
Écoutez, je crois qu'il a reçu un mandat, il a été élu il y a 5 ans. Aujourd'hui, cette question ne se pose pas. Elle est propre à lui. À titre personnel, je n'appelle pas à la démission d'Emmanuel Macron. Il a un mandat qui court sur 5 ans. Par contre, je crois qu'il doit à un moment aussi repenser la politique qu'il soutient. C'est-à-dire, écoutez, on le voit, là on est au bout on va l'évoquer sur le PLF, mais on est quand même au bout d'un processus où il y a une politique qui a été portée pendant 7 ans, une politique de l'offre, tournée autour de l'offre, pro-entreprise, dont on voit aujourd'hui les résultats, et les résultats économiques sont catastrophiques. Allez, justement, on va parler de l'examen de ce budget, puisque le Sénat poursuit évidemment cet examen. Cette nuit, les sénateurs ont augmenté la TVA sur les eaux en bouteilles plastiques. On fait le point sur les dernières heures de séance avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Audrey, l'examen du budget se poursuivait hier sur la partie recettes. Les sénateurs ont trouvé une nouvelle source de revenus. Vous avez noté le jeu de mots ou pas? Oui, très beau, c'est très beau. En taxant les producteurs d'eau en bouteille, l'amendement adopté à main levée cette nuit prévoit d'augmenter le taux de TVA sur les eaux en bouteilles plastiques de 5,5% à 20%. Explication, écoutez. Cet amendement, en augmentant la TVA sur les bouteilles en plastique à 20%, vise à encourager les consommateurs à privilégier l'eau du robinet et une solution à la fois économique et écologique. Cet amendement de suppression de TVA réduite sur l'eau en bouteille en plastique répond à une préconisation des enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux. Cet amendement a un rendement minimal de 150 millions d'euros et il est probablement bien supérieur. Alors, vous avez entendu le sénateur RDSE Raphaël Daubé, la sénatrice Renaissance Nadia Javet. L'amendement a aussi reçu un avis favorable du rapporteur LR des comptes publics Jean-François Husson et le sénateur socialiste Hervé Gillet portait un amendement similaire. Vous l'aurez compris, la mesure fait la quasi-unanimité. Pourquoi ? Parce que les producteurs d'eau en bouteille sont dans la tourmente en début d'année. Une enquête journalistique du Monde et de Radio France a montré que les eaux vendues sur étiquette minérale, naturelle ou de source subissaient en réalité des traitements de purification similaires à ceux de l'eau du robinet. Pointé du doigt notamment Nestlé Waters qui produit l'eau Perrier ou Vittel. Ça a donné lieu à une mission d'information menée par la sénatrice écologiste Antoinette Guhl. Et votre groupe, le groupe socialiste, va même plus loin avec une commission d'enquête qui débute actuellement sur le sujet. Les producteurs d'eau en bouteille sont donc dans le viseur de la Chambre haute et c'est dans ce contexte on comprend mieux cette hausse de la TVA qui devrait permettre, entre autres, d'aider les maires à rénover les écoles ou d'abonder le fonds vert. Alors, question, vous confirmez, les producteurs d'eau en bouteille sont dans le viseur de la Chambre haute, mais aussi de votre groupe ? Oui, complètement, et notamment par mon collègue Alexandre Ozille et mes collègues, puisque Hervé Gillet, aujourd'hui, vont travailler sur ce scandale. Et c'est aussi, c'est important. Je pense que c'est un premier signe aussi qui a été pris cette nuit que de vouloir majorer ce taux de TVA sur les bouteilles en plastique. C'est un signal fort, notamment en matière de transition écologique. Mais c'est aussi à un moment mettre des signaux d'alerte sur une situation qui est inacceptable sur ce sujet. Oui, c'est plus possible en fait de leur faire cette faveur, entre guillemets, à ces producteurs d'eau en bouteille ? Oui, aujourd'hui, on a quand même une grosse difficulté avec ce scandale. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on accepte que des producteurs d'eau ne respectent pas les réglementations en cours. Et donc, je crois qu'il y a des signaux à envoyer. Et je crois que c'est un premier signal plutôt positif. Il y a un autre point qui a été pris hier par les sénateurs. Les sénateurs, ils ont réduit la hausse de la taxe sur les billets d'avion. Tout autre sujet, mais on essaye de chercher des recettes. Et là, c'était un amendement qui était porté par le gouvernement. Faire contribuer les passagers aériens à l'effort de rétablissement des comptes publics. Les sénateurs ont adopté la mesure, mais ils ont réduit la taxe prévue. Son montant minimum sera de 5,30 € pour un billet en classe économique vers la France ou l'Europe au lieu des 9,50 € initialement envisagés par le gouvernement. Le Sénat a aussi voté des exemptions pour les vols depuis et vers les départements d'outre-mer ou la Corse et pour les lignes dites d'aménagement du territoire. Je vous donne un exemple, celle qui concerne par exemple Limoges ou Castres, là où c'est un peu difficile finalement d'y accéder en TGV. Vous auriez préféré que le Sénat aille plus loin ou vous comprenez en fait ces adaptations ? Oui, alors ces adaptations, déjà c'est un premier signal positif. Je crois qu'on a besoin de trouver de nouvelles recettes dans la situation budgétaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est un premier signal.
Simplement, il faut aussi respecter le développement de nos territoires, et je crois que la mesure telle qu'elle a été proposée par le gouvernement, nous la soutenions. Il y a eu un certain nombre d'aménagements, notamment pour les départements d'outre-mer. Il était aussi important qu'on puisse y répondre. C'est un premier pas. Je n'ai pas senti un grand entrain de la part du gouvernement sur la réduction. C'est un sujet qui sera débattu en commission mixte paritaire pour un atterrissage que j'espère au plus près de la proposition du gouvernemental. Alors, vous êtes aussi dans le jeu de mots, atterrissage. Il y a par contre une inquiétude du ministre qui dit oui, mais le fait d'adapter sur les destinations, ça pourrait être contraire au droit européen. Donc ça pourrait être finalement retoqué. Oui. Ça a été l'argument masse, mais c'était surtout l'argument pour les ultramarins et pour les lignes d'aménagement du territoire. Très honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas senti dans les débats au Sénat que c'était un sujet qui perturbait. C'est une position gouvernementale. La position sénatoriale était un peu différente. Et donc, je pense qu'au global, on arrivera à trouver quelque chose qui satisfait tout le monde. On va parler des autres sujets. Parmi les principaux sujets de préoccupation des sénateurs, il y a les économies demandées par le gouvernement sur les collectivités territoriales. Hier, Catherine Vautrin, la ministre, était auditionnée au Sénat sur son budget, puisqu'en parallèle, il y a des auditions des ministres sur leur budget. Et Catherine Vautrin, elle a dit que la moitié des départements seront exonérés du prélèvement sur recettes. C'est le principal levier de contribution. Est-ce que vous saluez ce pas du gouvernement ? Non, alors, écoutez, aujourd'hui, sur les mesures annoncées par le gouvernement sur les collectivités, le groupe socialiste a une position maximaliste qui est de dire nous n'acceptons pas l'ensemble des propositions qui sont faites. Donc on passe de 5 milliards à 0 pour vous ? Non, clairement, il y a un moment, je crois qu'il faut aussi arrêter. Ça fait notamment depuis Bruno Le Maire, les collectivités sont les boucs émissaires de la politique gouvernementale. Clairement, elles sont dans le viseur, en disant que c'est des mauvais gestionnaires, que les dépenses ont explosé. On parle de 16 milliards, mais quand on regarde dans le détail, on n'arrive pas à comprendre ce chiffre. Les dépenses, donc, certes, elles ont progressé, mais par des décisions prises par l'État, unilatérales, que ce soit la revalorisation du point d'indice, que ce soit la revalorisation du RSA, c'est le Ségur de l'emploi, qui sont des mesures qui sont bien pour les fonctionnaires, mais qui, derrière, doivent aussi nécessiter que l'État accompagne ces décisions. Et d'un autre côté, on a, depuis 7 ans, des collectivités qui n'ont plus d'autonomie fiscale, avec la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la CVAE, et donc qui se retrouvent... Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on recrée un nouvel impôt local pour redonner de l'autonomie fiscale aux collectivités ? C'est une réflexion. Vous seriez pour, vous ? Écoutez, c'est une réflexion. Mon collègue président de la Commission des finances, Claude Raynal, a fait une proposition qui avait le mérite, je crois, d'amorcer le débat. C'est une réflexion. Il va falloir à un moment ou à un autre que l'État et les collectivités se mettent d'accord pour repenser les relations financières à la fois entre l'État et les collectivités, mais aussi donner un peu de pouvoir aux collectivités pour pouvoir aussi assurer les missions qui sont les leurs. Du coup, sur la trajectoire, parce que la majorité sénatoriale dit 5 milliards c'est trop, on va partir sur une trajectoire à 2 milliards. Pour vous, 2 milliards, c'est toujours trop ? Simplement, un moment, vous savez, je vois très bien quand même, je rappelle que le gouvernement aujourd'hui et la majorité sénatoriale, on a les mêmes. Enfin, il est assez simple de dire, aujourd'hui, on part à 5 milliards, on atterrit à 2 milliards. Aujourd'hui, moi, ce que je porte, c'est que la gauche ne doit pas être coproductrice des diminutions telles qu'elles sont amenées. Oui, je considère que c'est trop. Il faut arrêter. À un moment, on a des collectivités avec des élus qui ont la passion de ce qu'ils font et qui globalement, sont des bons gestionnaires. Moi, je peux parler de la Sarthe. Très honnêtement, tous les élus que je rencontre aujourd'hui, sont, comme le dit le Code général des collectivités, gèrent en bon père de famille. Et je crois qu'il y a une vraie dichotomie. En plus, on est dans un moment où l'effort qui est demandé par le gouvernement, de l'ordre de 60 milliards, a une incidence extrêmement forte sur le budget 2025. C'est pas moi qui le dis, c'est les Ça veut dire qu'il faut garder cette trajectoire à 60 milliards ou pour vous, il ne faut pas aboutir à un budget qui met 60 milliards ? Et 60 milliards, c'est beaucoup trop. L'ensemble des économistes s'accordent à le dire que ça aura des effets récessifs sur l'économie, de l'ordre de 0,8 points. Donc on revient, vous dites les prévisions du gouvernement à 5% du déficit en 2025, c'est pas grave si on a plus. C'est trop fort. Je pense que l'effort qui est demandé est trop fort. Dans un moment où on est certes, on est dans un 5%. Moi, simplement, sur les modèles qu'on a pu construire dans les propositions que nous avons faites, on peut retourner
vers les 3% de commande déficit public au sens maastrichtien. À quelle échéance du coup? À quelle échéance? On peut aller un peu plus loin. Nous on pense qu'autour de 2032, on peut revenir en dessous des 3%. Voilà. Simplement, l'effort au lieu de 2029 du coup. Au lieu de 2029, l'effort qui est demandé aujourd'hui est trop fort. Et je pense que les collectivités auraient dû, dans cette situation, être préservées. Mais vous pensez que l'Union européenne attendra 2032? Non, simplement, aujourd'hui, il y a des gages à donner. On a une procédure de déficit excessif qui est engagée par l'Union européenne. On a des gages à donner, mais simplement, il y a un moment, il y a aussi, entre ce qu'on annonce et ce qu'on va faire, je crois qu'il faut aussi être mesuré. Si on a la capacité à donner une trajectoire, je ne vois pas pourquoi l'Union européenne s'opposerait à ce que nous proposons. En effet, peut-être juste une précision. En fait, tant que la ligne est bonne, peu importe finalement la date, tant qu'elle n'est pas trop éloignée, mais ce que la Commission regarde, c'est surtout les efforts qui sont consentis et finalement la trajectoire qui est donnée, si elle n'est pas trop lointaine. Un dernier mot, puisque dans les prochaines heures, vous allez examiner les contributions des grandes entreprises, justement, et les taxes exceptionnelles demandées par le gouvernement aux grandes entreprises. Là-dessus, on imagine que vous allez vous opposer à la proposition du gouvernement, que vous jugez trop faible? Oui, aujourd'hui, en plus, elle est trop faible, et puis deux, elle n'est pas pérenne. On est simplement sur des mesures, j'ai envie de dire plutôt des mesurettes, sur 3 ans. Je crois qu'il y a un moment où il faut aussi que chacun contribue en fonction de ses moyens. Ce que je disais en propos liminaire, la politique de l'offre telle qu'elle a été portée par Emmanuel Macron depuis 7 ans et les gouvernements qui sont succédés, donne aujourd'hui des résultats qui sont catastrophiques. Un endettement à hauteur de 3 300 milliards, un taux de chômage dont on prédit qu'il sera autour de 8% à la fin de l'année 2025, un taux de croissance, et c'était le modèle qui a été proposé, c'est de se dire c'est la croissance qui va permettre de faire décroître les déficits. Finalement, ce modèle ne fonctionne pas, et aujourd'hui, on ne peut pas faire porter l'effort que sur une partie de l'échiquier. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun contribue, et que notamment les grandes entreprises qui ont profité, notamment de la période de crise, pour engranger des bénéfices records soient mis à contribution, mais dans le temps, sur la durée. Et ce sera à suivre dans les prochaines heures. Merci Audrey, à tout à l'heure. Oui, on parlera de ce qui ressort du compromis sur le budget de la sécurité sociale. Ce sera à suivre dans le club. Pour terminer, on va voir l'actualité dans votre département de la Sarthe. Thierry Cozic, on retrouve Serge Danilo depuis Le Mans. Bonjour Serge, merci beaucoup d'être avec nos rédacteurs en chef au Maine Libre. Et à la une de votre journal, Serge, une annonce qui crée le choc, c'est la fermeture du site de Valeo à la Suze-sur-Sarthe. Oui, exactement. Alors en fait, même si tout le monde s'y attendait, il y avait des nuages en fait qui s'accumulaient depuis plusieurs mois sur ce site industriel. Mais hier soir, quand même, quand les salariés ont appris cette décision du groupe Valeo, le délégué CFE-CGC nous disait c'est quand même un gros coup de massue qui nous tombe sur la tête. Alors d'autant plus que l'usine Valeo de la Suze paye le plus cher en fait dans ce plan du groupe Valeo, qui concerne quand même près de 850 suppressions d'emplois dans les différents sites du groupe en France. Alors il faut savoir aussi que la Sarthe et le secteur de l'automobile, c'est très important. Ça pèse énormément dans l'économie du département. C'est presque 40% de l'emploi de la région des Pays de la Loire qui est concentré en Sarthe. Donc il y a Valeo, mais il y a aussi d'autres secteurs. Évidemment, il y a la locomotive, l'usine Renault du Mans, qui est là aussi. C'est sur la zone d'emploi du Mans que connaît très bien Thierry Cozic, c'est presque 5000 emplois. Donc j'avais une question pour Thierry Cozic dans ce contexte-là, puisque la crise automobile frappe de plus en plus. On voit des fermetures de sites industriels. On a eu Michelin pas loin d'ici, à Cholet. Est-ce qu'on apprend en même temps que la prime à la conversion vers les véhicules électriques va diminuer, elle va passer de 7 000 à 4 000 euros, je crois. Est-ce que, dans ce contexte de chute des ventes d'un marché automobile en crise, est-ce qu'il faut justement soutenir peut-être encore plus les primes à la conversion, ou est-ce qu'il faut les supprimer comme c'est visiblement ce qui est prévu en 2025 ? Bien, bonjour. Déjà, avant de débuter mon propos, moi je voudrais avoir une pensée quand même pour les salariés de Valeo. J'ai eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises, et je mesure aujourd'hui, même si je suis présent sur Paris, je mesure aujourd'hui le sentiment qui est le leur, une forme de,
J'ai une vraie empathie pour ces salariés. Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, cette situation, elle est l'incarnation de ce que nous vivons. D'un côté, c'est une privatisation des profits et une mutualisation des pertes. Et sur le secteur de l'automobile, qui est particulièrement prégnant, et on le voit, malheureusement, la situation sur Valeo, il y a plusieurs mois qu'elle était... Enfin, cette décision, on la sentait venir, il n'y a pas de surprise. Mais c'est aussi à un moment, les modèles de production, notamment de développement industriel, qui sont interrogés. Valeo Lassus était une entreprise qui était profitable. Simplement, des choix de politique industrielle propres à l'entreprise ont mis en difficulté cette situation, avec un transfert vers d'autres usines de compétences, d'expertise sur le secteur. Quant au secteur de l'automobile, on sait qu'aujourd'hui, la Sarthe, et notamment une grande partie des Pays de la Loire, est un moteur, voilà, jeu de mots encore un, avec notamment le pôle de compétitivité automobile. Il y a un risque d'effet domino sur le secteur, et je crois que c'est aussi... à un moment, les choix que doivent faire les constructeurs, qui sont quand même la tête de pont dans ce secteur, et qui doivent aussi, à un moment, jouer la carte française. Il n'est pas acceptable aujourd'hui d'aller chercher du bas coût tout le temps. Alors certes, là je voudrais terminer sur les aides sur l'électrique. Il y a un moment, je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est aussi, faut aussi lutter contre l'arrivée aussi aujourd'hui, on voit que la Chine est quand même un des pourvoyeurs des véhicules électriques assez fort, avec une entrée forte. Je crois qu'il y a un moment, il faut aussi donner des signes. Et je crois que est-ce qu'il ne faut pas du coup protéger davantage le marché européen ? Je crois que ça pourrait être une bonne chose. Simplement, on voit qu'on est dans un cadre mondialisé sur lequel il est compliqué d'avancer. Serge, très rapidement, du coup, vous avez une autre question sur les municipales et une candidate qui creuse son sillon, c'est Marie-Caroline Le Pen. Oui, un peu de politique rapidement, si vous voulez bien. C'est un nom qui est arrivé au mois de juin, en fait, en Sarthe. Elle n'était pas présente avant. Mais Marie-Caroline Le Pen a débarqué pour les élections législatives anticipées. Elle a été battue de très peu dans la 4e circonscription, l'ancien fief de François Fillon, d'ailleurs. Hein. Elle a été battue de 245 voix. On se disait à ce moment-là qu'elle avait fait un petit tour et puis qu'elle repartait. Mais en fait, depuis la fin de l'été, elle a arpenté les comices, elle fait les marchés, elle organise des réunions publiques en compagnie de son mari, Philippe Olivier, qui n'est autre que le conseiller spécial de Marine Le Pen. Donc elle est là très très présente et elle vient d'être nommée par Jordan Bardella, délégué départemental du Rassemblement national, donc en Sarthe. Elle nous a indiqué cette semaine qu'elle figurerait sur la liste des élections municipales dans la ville du Mans. Alors je me demandais à Thierry Cozic, parce qu'on voit beaucoup le Rassemblement national, on ne voit pas beaucoup le Parti socialiste sur le terrain depuis cet été. Comment répondre un petit peu au discours du Rassemblement national qui semble quand même trouver un certain écho dans notre département ? C'est une réponse très, très rapide. Enfin, sur le Parti socialiste, peut-être que le Parti socialiste n'est pas très présent sur le terrain. Moi, je peux confirmer qu'en tant que sénateur de la Sarthe, je suis très présent et donc je vois ce qui se passe aussi. Je crois que le Rassemblement national, certes, est présent, mais enfin, il faut arrêter de dire qu'on les voit partout. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'arrivée du Rassemblement national en Sarthe. Elle est aussi à l'image de ce qui se passe sur la France entière. C'est-à-dire qu'il y a deux France. Il y a une France à la fois métropolisée, une France rurale. La Sarthe est un territoire rural et on voit que le RN a cette capacité, malheureusement, aussi à progresser dans ces territoires. La Sarthe n'est pas épargnée. C'est aussi une ouverture, je crois, une volonté d'ouverture sur l'ouest de la France qui jusqu'alors était plutôt protégée. Merci Serge Danilo, merci d'avoir été avec nous. La une du Maine Libre, on l'a vu, Valeo Lassus, l'usine Sacrichier. Merci beaucoup Thierry Cozic d'avoir été notre invité. On reparlera des menaces de censure qui pèsent sur le gouvernement Barnier dans le club. On va en parler tout de suite avec le ministre François-Noël Buffet qui nous rejoint.